Vamos a escuchar a nuestro último panelista del Ministerio de Género de Congo y vamos a hacer algunos cambios en el programa, dado que nos parece que es una pena que viniendo gente de tan lejos uno no tenga la oportunidad de escucharla. Por eso ustedes verán que yo no estoy apurándolos con el tiempo, porque en definitiva no todos los días uno tiene en América Latina a alguien de Congo que viene a hablarle, ¿no? Entonces me parece que vale aprovechar este tiempo y la posibilidad. Si pudiéramos cerrar la puerta de afuera, sería, si por favor pudieran cerrar la puerta de atrás, se los voy a agradecer. Y vamos a escuchar a Marie-Jacqueline, que nos va a hablar desde otra perspectiva, ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos hasta ahora son 3 personas que trabajan para Naciones Unidas, ¿sí? En la misión. La perspectiva de ella es la misión de un congolés, en este caso una congolesa, que trabaja para el gobierno congolés al que MONUSCO está apoyando. ¿Sí? Je vous prierai de nous excuser. Vous êtes déjà fatigués, mais je crois que le gouvernement congolais ne va pas vous fatiguer. Nous allons y aller très très vite. Marcella, je te remercie de m'avoir permis de réaliser un si vieux rêve, le rêve de me présenter en Argentine, le pays de Vaperon et de Maradona. Je suis heureuse de me trouver en Argentine pour représenter Son Excellence Madame la Ministre du Genre, Maria-Juliana Mfankol, qui n'est plus ministre parce qu'heureusement elle a été élue députée nationale. Et compte tenu de ses charges, elle a préféré me mandater pour venir m'entretenir avec vous et surtout, partager l'expérience avec l'Amérique latine dans le cadre d'intégration du genre, qui est un facteur très très important pour la consolidation de la paix. Elle m'a dit de vous présenter toutes ces salutations chaleureuses et encourager ces travaux. Mais avant toute chose, avant que je puisse vous parler de l'intégration du genre dans la République démocratique du Congo, spécialement dans ses institutions, j'aimerais d'abord essayer de vous rassurer sur la situation au Congo. Le Congo, c'est un très très grand pays, comme le colonel vous l'avait dit. Le Congo est très beau. Le Congo a 11 provinces et beaucoup de richesses. Si le Congo n'avait pas été au cœur des conflits, au cœur des guerres qui ont été provoquées grâce à l'opération turquoise, le Congo était obligé d'accueillir sur ses terres les réfugiés de pays voisins, nos frères et nos sœurs, qui avaient des problèmes chez eux et qui se sont déversés chez nous, au Congo. C'était dans un but noble. Mais malheureusement, à la suite de ça, le Congo a été agressé. Donc le Congo a connu une guerre identitaire et une guerre de pillage de ressources, ce qui a provoqué énormément de pertes
humaines, des pertes de vue, des pertes de ces infrastructures et la déstabilisation de ces institutions. La guerre au Congo ne s'est pas déroulée sur toute l'étendue du Congo pour dire que toutes les infrastructures au Congo sont abîmées. Non. Je vous dis, la guerre au Congo s'est déroulée dans les parties Est, c'est-à-dire au nord Kivu, au sud Kivu, dans la province orientale, et au nord du Katanga, qui est ma province natale. Autrement, je vous assure que vous allez trouver au Congo des belles villes qui peuvent vous accueillir. Goma est une très belle ville touristique. Quand vous survolez Goma, vous n'allez pas voir que le volcan Nyiragongo a tout détruit, non. Et Kinshasa la belle. Alors, ces violences qui ont été causées aux femmes ont été causées aux femmes de tous âges. Les bébés, les femmes, les jeunes filles, les petites filles, les vieillards ont subi des atrocités. Alors nous disons ici, ce que nous sommes venus vous demander, vous qui envoyez vos fils, vos filles, pour pouvoir aider au rétablissement de la paix au Congo. Nous vous demandons de nous aider à pouvoir nous débarrasser encore de ces bandes armées qui pullulent dans nos régions et qui sont les prétextes de violations massives des droits de la femme. Comme j'avais dit hier, mort la bête, mort le venin. Donc si jamais on arrivait à extirper les mâles, à extirper les bandes armées étrangères qui sont ici le prétexte aussi aux bandes armées nationales qui pullulent les villes et les campagnes, je crois que vous aiderez le Congo à pouvoir se reconstruire. Le Congo est en train de se reconstruire. Alors pour la reconstruction, le Congo voudrait s'inscrire dans l'intégration du genre, conformément aux engagements pris vis-à-vis des instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par le Congo. C'est-à-dire, je peux citer les deux majeurs, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'endroit de la femme. CEDEF, que nous appelons en anglais CEDAW. Alors, face à l'engagement pris par rapport à ces instruments, le Congo a commencé à formaliser ses lois internes vis-à-vis de ces instruments internationaux qui priment sur les lois internes. C'est comme ça que le Congo, dans sa constitution du 18 juillet 2006, sa nouvelle constitution, le Congo a inscrit le principe de la parité homme-femme.
Vous allez me dire, on a dit ici tout de suite là, tout à l'heure, que la parité n'est pas exécutoire. Et c'est tout à fait normal. Vous savez, les hommes, je félicite les latino-américains qui sont vraiment des grands chevaleresques, des grands genrés, qui ont pu accepter l'intégration du genre, parce que nous sommes dans un pays où les femmes sont vraiment visibles dans les instances de prise de décision. Mais sachez qu'en Afrique, les hommes sont réfractaires. Ils sont accrochés à leur tradition. La femme, c'est la personne qu'il faut mater. Elle doit rester à la maison. Elle n'a rien à foutre dans les histoires des hommes. Alors c'est pour cela que la parité tarde à pouvoir se manifester. Parce que sitôt qu'on a inscrit la parité, je vous informe que je suis une ancienne sénatrice. J'avais participé à l'inscription de la parité dans la Constitution. À peine qu'on avait instauré la parité dans la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes se sont ravisés. Au moment du vote de la loi électorale, les hommes nous ont mis un mot assassin. La parité ne sera effective, ne sera appliquée. On aura des listes. Au niveau des élections, on aura des listes paritaires. Si les chefs, c'est-à-dire, si on arrive à trouver les femmes, j'ai dit, ça c'est une insulte, vous ne trouvez pas? Si on arrive à trouver les femmes, et moi ici, je suis quoi alors? Quand on fait des manifestations, quand vous voyez des manifestations des partis politiques au Congo, ça draine énormément de monde de femmes. Mais quand on veut décider de mettre la femme dans une institution, on ne la voit pas. Les hommes ont la cécité à ce moment-là. Mais alors, de toute façon, du fait qu'ils ont signé ces conventions, qu'ils ont signé ces instruments juridiques, ils sont obligés, alors cette fois-ci, d'intégrer les genres, le principe genre, dans les politiques, les programmes, les projets de développement. Alors, la première des choses, donc, on a inscrit la parité. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé le ministère du genre, qui était la condition féminine. La condition féminine, quand on parle de la condition féminine, les hommes se sont dit, les histoires des femmes. Mais alors, on a dit, dans ce cas-là, on crée le ministère du genre, famille et enfants. Alors, ce ministère du genre a reçu mission de promouvoir la femme, de promouvoir ses droits et de défendre et de la protéger. Et alors, le ministère du genre, qui est au cœur de toutes ces transformations, a, avec ses partenaires bi- et multilatéraux et les agences du système des Nations Unies, élaboré la politique nationale genre. C'est une nouveauté, ce qui donne exigence d'intégrer les genres à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Alors donc, c'est-à-dire que nous allons aller aussi dans la logique de la résolution 1325 pour appliquer les genres. Donc on applique les genres, on doit appliquer les genres, c'est un principe donc à laquelle la RDC s'est inscrite. Et alors,
quand nous allons vers les violences, les problèmes de violence, pour permettre à la femme de pouvoir jouer clairement son rôle sans qu'il y ait des entraves, les entraves liées aux violations massives de ses droits, en termes de viol, en termes de toutes sortes de violations. Donc, la RDC a adopté une loi, la loi 06/18 et la loi 06/19 du juillet 2006, réprimant les violences sexuelles. Et on ne s'est pas arrêté là. Donc, toujours pour confronter la femme, on a la RDC avec ses partenaires multilatéraux et les agents du système des Nations Unies ont élaboré la stratégie dont on vient de vous parler ici. Cette stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles basée sur le genre fait suite à la stratégie globale qui a été initiée par la MONUSCO, et cette stratégie ne prenait en compte que les violences sexuelles, mais le Congo, la République a voulu qu'il y ait une stratégie qui prend les violences dans ces termes le plus global, c'est-à-dire qui prennent en compte toutes sortes de violences. Parce qu'il n'y a pas que les violences sexuelles qui assujettissent la femme, mais il y a les violences domestiques, il y a les violences liées aux us et coutumes, les violences économiques qui privent la femme de ses droits. Au Congo, la femme ne peut pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Et il y a aussi les violences liées aux institutions, c'est-à-dire les violences institutionnelles qui n'appliquent pas les lois qui sont en faveur de la promotion de la femme. Alors, dans le cadre de la stratégie nationale qui doit protéger la femme contre toutes les formes de violence, la stratégie nationale est couplée de son plan d'action de mise en œuvre des recommandations inscrites dans la stratégie pour pouvoir protéger la femme, protéger ses droits. Alors, il a fallu alors qu'on crée une agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et à la petite fille, AVIFEM en sigle. C'est cette agence que je représente aujourd'hui ici, l'agence que j'ai l'honneur de diriger. Alors, cette agence a reçu comme mission de prévenir les violences, de protéger les victimes, d'assurer la protection, d'assurer la prise en charge des victimes, d'assurer la réinsertion socio-économique de la femme et d'assurer la coordination des actions de lutte contre toutes ces violences exercées sur terrain. Donc, avec ça, la RDC a éliminé tous les obstacles et entraves qui empêchent la pleine participation de la femme. Et alors maintenant, de la nécessité de l'implication de la femme dans les résolutions du conflit. Vous savez que quand la guerre a éclaté en RDC, ce n'était pas seulement les belligérants, ce n'était pas seulement les étrangers qui ont envahi, les pays voisins qui ont envahi le Congo. Ils se sont également servis des fils du Congo qui avaient des problèmes de prise de pouvoir. Et alors,
il a fallu qu'on puisse faire un dialogue intercongolais. Vous avez suivi ça. Et je vous assure que ceux qui ont permis l'aboutissement heureux du dialogue intercongolais, c'était les femmes. Donc ce sont les femmes qui se sont liguées pour pouvoir concilier les points de vue des belligérants. Donc, si on vous dit que la guerre était terminée en RDC, même s'il y a des petits résidus qui sont en train de faire un peu des escarmouches, c'est là, c'est l'œuvre de la femme. Alors, vu toute cette implication importante, tout ce rôle majeur joué par la femme dans le rétablissement de la paix, on a dit qu'il faut absolument que la femme soit partie prenante à tous les problèmes de négociation, à tous les problèmes de prévention des conflits, à tous les problèmes de gestion de la paix. Parce que vous devez savoir que la femme, c'est une diplomate née, n'est-ce pas? La femme, c'est une diplomate née. La femme sait concilier le point de vue, la femme sait amener l'homme à accepter ce qu'elle veut. Comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut. Donc la RDC, avec ses partenaires, ont entrepris de réunir l'expertise féminine pour pouvoir essayer de réfléchir sur l'intégration du genre dans la résolution 1325. On vous en a assez parlé ici, je ne veux pas entrer dedans. Je vous dis tout simplement, on a créé des comités provinciaux, des comités nationaux d'abord, provinciaux, et des comités locaux pour pouvoir intégrer les femmes, pour pouvoir permettre à la femme de jouer son rôle. Elle aussi vous a dit ici que nous sommes à la recherche des fonds. Et je crois que les partenaires qui sont ici vont nous aider. Donc la réforme, il y a aussi l'intégration des gens dans le secteur de la sécurité. Je vous en ai parlé ici. La réforme que le Congo entreprend dans le secteur de la sécurité, c'est tout simplement pour pouvoir intégrer la femme, parce qu'on sait que la femme, elle rassure par excellence. C'est pour cela que nous vous demandons, dans le cadre de vos agents, de vos contingents, il faudrait absolument qu'il y ait des femmes, parce que la femme rassure. Et la femme, elle est là pour pouvoir empêcher certains abus qui sont commis par les hommes en armes. Et nous avons entrepris aussi de réformer la justice en intégrant beaucoup de femmes. Donc on a eu cette fois-ci, on a fait beaucoup de cycles de formation et on a promu plusieurs femmes magistrats. C'est tout simplement parce qu'on sait, c'est pour lutter également contre l'impunité, parce que vous savez, la femme subit les agressions de la part de la personne qui doit le protéger physiquement et la personne qui doit protéger ses droits, magistrats. Donc l'intégration du genre, la promotion du genre est un facteur essentiel de consolidation de la paix. Comme je vous disais, la femme rassure, car il n'y aura pas de paix durable sans l'implication totale de la femme. Ça, l'Amérique latine l'a comprise. Parce qu'elle a pu confier les lourdes tâches aux femmes.
C'est l'Amérique latine qui était la première à mettre les femmes de président de la République. Nous en avons eu l'exemple ici. Nous avions l'exemple hier avec Eva Perón. Nous avons l'exemple aujourd'hui ici. Il y a une femme. L'Amérique a compris. Mais alors, c'est cette Amérique latine, c'est cette expérience de l'Amérique latine que nous voulons avoir. Nous voulons avoir les secrets que vous aviez, vous, que vous avez utilisés pour assurer l'intégration du genre jusqu'au sommet de l'État. Nous, en Afrique, nous n'avons qu'une seule femme. C'est Ellen Johnson Sirleaf. Mais je vous assure que ce ne sera pas demain que l'Afrique vous donnera encore une autre femme. Alors nous demandons le secours des latino-américains, des hommes latino-américains. Comment est-ce qu'ils ont pu accepter de mettre la femme au sommet de l'État? Quel secret, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent aussi infléchir un peu les tendances masochistes des hommes africains? Donc, l'expérience latino-américaine a confirmé cet adage. Oui, les femmes peuvent le faire. Yes, women can do it. Donc, pour terminer, je vous dis, si nous voulons léguer à nos enfants un monde meilleur, un monde où il fait beau vivre, un monde sans guerre, sans conflit, il faudra impliquer la femme à tous les niveaux de la vie. Nous attendons encore une fois les secrets latino-américains. Muchas gracias.